Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance spéciale, voire très spéciale, de Dr Jivago. Ça prend place dans notre Club 35, ciné-club où on vous montre chaque mois un film en 35 mm, un film de patrimoine. Et donc ce soir, on vous montre des chefs-d'œuvre de David Lean. Et pour nous en parler, pour introduire la séance, nous avons cette fois encore nos amis Fabrice Duels, scénariste et réalisateur, et Jean-Pierre Versker, historien des techniques du cinéma, qui sont là pour introduire le film. Merci à eux. Vous pouvez les applaudir, ils sont timides. Bonsoir. Fabrice. Bonsoir, bienvenue. Je pense qu'on va voir un film exceptionnel aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu sur grand écran. En plus, en 35 mm, projeté comme dans les conditions d'époque, je pense que ça va être un spectacle inoubliable. On est parti pour 3h30. C'est donc l'adaptation d'un roman très important de Boris Pasternak, un roman de 700 pages, un roman colossal, un roman un peu à la Guerre et Paix, là où Tolstoï traquait la Russie du 19e. Pasternak traque la Russie du XXe, en tout cas du début de la fin de la Russie impériale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Elle suit les tourments contrariés d'un poète médecin qui s'appelle Yuri Jivago. Le roman que je n'ai pas lu, et je me suis toujours promis de le lire un jour, mais c'est 700 pages, c'est quelque chose. Forcément, Pasternak a commencé à écrire ce roman dans les années 10 et il a terminé dans les années 40-50, je crois. Donc c'est presque une vie. Forcément, la Russie des années 10-20 n'est plus du tout la même dans les années 50. On est en plein régime stalinien. C'est un régime terrible. Donc Pasternak ne peut pas publier son roman en Russie. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va le traduire en italien et il va réussir à le publier en Italie. Le roman sera traduit dans plusieurs langues, dont le français, et le film gagnera le prix Nobel en 1958. Carlo Ponti, qui est le producteur légendaire de cinéma qu'on connaît tous, producteur du Mépris, entre autres, de Rossellini et j'en passe, qui est toujours à l'affût d'une bonne affaire, va jeter son dévolu sur Dr Jivago. Mais comment adapter cette œuvre de 700 pages? Comment adapter qui aurait les épaules pour le job? La même année, je crois, est sorti Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, qui est le chef-d'œuvre avec La fille de Ryan, enfin, ça n'engage que moi, de David Lean. Il engage donc David Lean et toute son équipe. Donc ça va de Robert Bolt, le scénario, à Freddie Young, à la photo, à Maurice Jarre, j'en oublie. Donc il engage en fait toute son équipe et Lean commence le travail, un travail de fond, un travail colossal. J'aimerais juste faire une petite parenthèse autour de David Lean. Parce que David Lean aujourd'hui est un cinéaste qu'on ne connaît pas bien, en tout cas que les jeunes générations ne connaissent pas. Tout le monde connaît Stanley Kubrick, très peu connaissent David Lean, en tout cas le travail de Lean. Alors qu'à l'époque, dans les années 70, le seul réel viral de Kubrick, c'est Lean. Il n'y en a pas d'autre. Et d'ailleurs, Lean a influencé et profondément modifié tout le cinéma d'après les années 70. C'est-à-dire que ce soit Spielberg, que ce soit George Lucas, que ce soit John Milius, que ce soit Friedkin, ils sont tous des héritiers directs de David Lean. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la réponse directe de Kubrick dans 2001, quand 2001 sort, vous vous souvenez tous de l'ellipse absolument incroyable de l'os qui se transforme en navette spatiale sur la musique du Danube bleu. Et c'est la réponse directe à Laurence d'Arabie avec l'allumette qui se transforme en le grand soleil couchant. De la même manière que quand Friedkin fait Sorcerer, la scène du pont s'inspire directement de la scène de la tempête dans La fille de Ryan. C'est-à-dire à quel point David Lean marque les esprits des cinéastes majoritairement américains des années 70, donc tout le nouvel Hollywood, et ça va jusqu'à aujourd'hui. Villeneuve, Dune,
il n'y a pas de Dune sans Lean. Enfin, il n'y a pas de Christopher Nolan sans David Lean. Donc David Lean est vraiment un metteur en scène absolument primordial dans l'histoire du cinéma. On ne lui a pas toujours rendu justice. Ses rapports avec la critique ont toujours été très très compliqués, notamment avec ce film-là, ça commence. Et puis après, il y a La douche froide, qui est pour moi le chef-d'œuvre de David Lean, La fille de Ryan. Et suite à la débandade de La fille de Ryan, il va passer 15 ans jusqu'à La route des Indes. Donc franchement, c'est une traversée du désert qui va être quand même très très compliquée. David Lean, comme Sergio Leone, est un traducteur. C'est un cinéaste-auteur, mais c'est un traducteur, c'est-à-dire qu'il traduit le cinéma, il traduit le scénario, il traduit une œuvre littéraire. Il l'a fait avec Noel Coward, il l'a fait avec Dickens, il l'a fait avec Bold, il le fait ici avec Pasternak. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense cinéma, c'est quelqu'un qui a été élevé par le cinéma muet, qui a une connaissance profonde et particulière et totale en fait comme Hitchcock, du langage cinématographique. Donc c'est quelqu'un qui traduit ici les tourments contrariés du poète médecin Yuri Zhivago, qui se trouve dans un contexte qui est le contexte de la Russie du début du XXe siècle. Donc forcément, je crois que le film n'est pas le livre, bien sûr, évidemment. Ceux qui ont lu le livre ont souvent fait un procès, mais peu importe, le film reste absolument magistral. Il décrit assez finement l'évolution des comportements humains individuels face en fait, à l'évolution des bouleversements politiques. Le film aussi est profondément ancré dans la filmographie et les thématiques de Lean, c'est-à-dire toujours aussi entre l'intime, parce que Lean, malgré le grand spectacle, est un cinéaste de l'intime et forcément le grand spectacle. Donc Lean est profondément un auteur, un réalisateur de superproduction. C'est un auteur de superproduction. Bon, je laisse la parole à mon camarade Jean-Pierre qui va vous parler de la spécificité de ce qu'on va voir. Et je vous souhaite vraiment une très très bonne projection. Mon cher, tu nous donnes envie de voir le film. On va se régaler, je pense. Il est là pour ça. Hein. Alors, tu disais qu'il marque les esprits. Eh bien, moi, j'ai vu ce film quand j'avais 20 ans. Et ça fait partie des films qui ont changé ma vie. Parce que je me suis intéressé aux formes de représentation des œuvres filmées. Et je vais commencer par dire merci à une personne qui est parmi nous. C'est Frédéric Bassin, je ne sais pas où il est, mais c'est quelqu'un qui prend la relève et qui est très sensible à l'héritage du spectacle cinématographique. Voilà, merci Fred. Maintenant, je réponds à ton intervention. En fait, j'avais 20 ans quand je découvre ce film et j'assiste à un spectacle cinématographique de grande ampleur avec de nombreuses musiques d'introduction, d'intermission, d'exit music. On est tout le temps baigné dans la musique que David Lean a de concert, sans jeu de mots, avec Maurice Jarre, pensé et conçu. Tous les réalisateurs s'intéressent à la musique de film, bien évidemment, mais David Lean a été particulièrement attentif et suivait la composition musicale de Maurice Jarre avec énormément d'attention. J'ai trouvé beaucoup de notes là-dessus, mais j'ai aussi été fasciné par la dimension de spectacle et par ce que l'on appelle aujourd'hui les sons immersifs. Alors, qu'est-ce qui ajoute de la valeur à l'image ? Eh bien évidemment que c'est l'environnement sonore. Mais en 1965, lorsque le film était baigné en permanence par des sons ambiants, eh bien c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et un jour, avec mon épouse, je redécouvre le film dans un cinéma de quartier. Et l'écran était petit, donc la dimension de spectacle était perdue. Ce n'était plus le film que j'avais vu quand j'avais 20 ans. Et il n'y avait pas tous ces sons immersifs. Et je me dis, mais je ne découvre pas l'œuvre de David Lean comme il le voulait. Et donc j'ai consacré ma vie, avec l'aide d'historiens et de techniciens, à essayer de retrouver cette forme originelle. Et là, je vais être bref, hein, Eric, je te promets, parce que... Vas-y. Non. Alors là, je découvre chez le distributeur de la Metro-Goldwyn-Mayer une copie en Technicolor. Alors c'est une copie en Technicolor, une rarissime copie
dans un procédé de couleur qui a disparu au milieu des années 70, et c'était un procédé de couleur qui crée un climat très particulier dans l'esthétique de l'image. Le problème, c'est que les laboratoires Technicolor ont arrêté au milieu des années 70 et que toutes les copies qu'ils ont tirées par la suite ont été tirées en Eastman Color, et ces copies sont toutes rouges aujourd'hui. Et je reçois une copie, c'est pas normal, eh bien j'ai reçu une copie qui a eu un accident de projection. Et il manque 1 minute et demie dans le film. Tu la reçois pas, tu la voles. Pas du tout. Non, non, non. Tu la piques. Non, non, certainement pas. Non, non, non. Je sais pas. Ouais, ben, il a peut-être pas tout à fait tort, mais bon. En tout cas, tu la sauves. Je sauve la copie. Cette copie est oubliée dans le dépôt de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui est un gigantesque dépôt, parce qu'elle a été accidentée. Et donc, je projette cette copie dans ma salle de vision, et je me dis, mais elle est belle, cette copie. Elle est plus ou moins belle, parce que l'écran est grand ici, donc s'il y a des petites griffes ici, vous les verrez, mais c'est quand même une belle copie. Et il manque 1 minute et demie. Bon, tant pis, c'est comme ça. 10 ans après, je dis au magasinier, il n'y aurait pas moyen de récupérer le petit morceau qui manque. Il me dit, oui, le film ne sort plus, il n'est plus distribué, j'ai là une copie, tu peux couper le petit morceau qui manque. Eh bien, grâce à cela, vous allez comprendre l'intérêt de redécouvrir l'œuvre dans une vraie copie Technicolor d'époque, parce que ce petit morceau est en Eastman Color et il est rouge comme les fauteuils. Et c'est comme cela que l'on découvrirait le film aujourd'hui, si je n'avais pas sauvé cette copie. Par rapport au fait que ce soit une copie volée, je suis quand même parfaitement conscient du danger, je suis receleur. Et donc je suis... Oui, mais eh bien, ce n'est pas le cas. La copie a été jetée à la poubelle, hein, et j'ai joué le rôle d'éboueur. Mais je vous assure que j'étais quand même conscient de cette situation, car j'aurais eu les pires ennuis. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème, il suffit de payer les droits, et les ayants droit ne se demandent même pas d'où viennent les copies, pourvu que vous payez les droits. Mais à l'époque, j'ai quand même été prudent. Donc c'est encore un film dans ma collection que j'ai récupéré sur la voirie. Voilà. Bravo, Jean-Pierre. Jean-Pierre, quelques mots sur le film, comment on va le montrer, comment il va être projeté ici? Alors là, sincèrement, Eric, je te remercie vraiment, parce que j'ai vraiment insisté afin que le film soit présenté non seulement avec une copie d'époque, avec l'environnement sonore de l'époque, mais aussi avec les musiques qui accompagnaient le film. Et David Lean souhaitait que le public sache que Dr Zhivago, ce n'est pas seulement une histoire d'amour tumultueuse entre son épouse et sa maîtresse, c'est aussi une histoire d'amour qui se passe pendant la Révolution. Et donc, avant que le film ne commence, avec une très belle musique, le thème de Lara que vous allez reconnaître et qui va vous poursuivre pendant 3h30 aujourd'hui, eh bien, David Lean tenait à ce que la musique introduise ce climat de guerre. Et vous allez, avant le début du film, entendre 4 minutes composées spécifiquement afin que vous soyez dans cette atmosphère. À l'entracte, il y aura aussi les musiques voulues par David Lean, et à la fin du film, il y a les exit music. Donc dès que le film se termine, vous quitterez la salle, toujours baigné par cette musique. Et moi, j'ai visionné la copie il y a 2 mois, dans ma petite salle privée, et j'ai toujours la musique en tête, hein. Cette musique va vous poursuivre pendant des mois. Mais ça, c'est comme ça. C'est ce que David Lean voulait. Eh bien, super. On va y aller. Oui, mais je voudrais quand même... Vas-y. J'ai tellement ennuyé ton équipe technique que je voudrais remercier très sincèrement Lorraine Glasson et Jérémy qui est au fourneau pour le travail qu'ils ont fourni. Parce que je les ai vraiment ennuyés. Hein, parce que ça a l'air facile comme ça, mais la séance qui va suivre a été difficile et complexe à gérer. Et je serai dans la salle pour gérer les sons immersifs comme dans les grandes salles américaines, où il y avait un opérateur en plus qui gérait le niveau sonore des sons immersifs, parce que s'il y a beaucoup de monde, il faut mettre un peu plus fort, s'il n'y a pas beaucoup de monde, il faut réduire le volume, etc. Et donc, vous allez assister à une projection à l'américaine avec un contrôle du son immersif dans la salle. Voilà. Bravo. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, on va voir un grand film, un film qui est figé qui a une forme d'intemporalité. Il aurait pu être fait 20 ans avant, 30 ans plus tard. Le film est un chef-d'œuvre. Voilà, et donc, comme vous avez compris, il y aura un entracte après environ 2 heures de film. Oui.
Voilà. Et puis après, on reprendra 10 minutes après. Dernière chose, le dernier Club 35 de cette saison, donc le 6 juin, on va montrer quoi, Jean-Pierre ? On va vous montrer Règlement de compte à OK Corral de John Sturges dans une extraordinaire copie en Technicolor VistaVision. Volé dans les poubelles de... Non, là, cette fois, c'est un cadeau du directeur de la Paramount qui me dit « Je vais te donner la meilleure copie que nous avons. » Et il me dit « Parce que tu es la seule personne qui parle encore du procédé VistaVision. » Alors, plus aucun exploitant ne s'intéresse à cela, sauf le Club 35. Mais à l'époque, le Club 35 n'existait pas. Et donc, c'est Robert Van den Est, que je remercie à titre posthume, qui m'a dit « Jean-Pierre, tu es le seul qui s'intéresse à ça. » Eh bien, grâce à cet intérêt, vous allez découvrir le plus beau western de John Sturges, Règlement de compte à OK Corral, dans sa forme originelle, en VistaVision Technicolor. Voilà, et pour l'heure, c'est le Dr Givago. Bonne séance, bon film. Et merci Jean-Pierre, merci Fabrice.